Conakry, 13 août 2018, au sommaire de cette édition, signature d'un accord électoral entre le RPG Arc-en-Ciel et l'UFR. Les deux formations politiques décident de marcher ensemble pour la mise en place des bureaux de conseils communaux. Le trafic a repris sur le pont de l'Insan. Le ministre des Travaux publics est sur le terrain pour apprécier le déroulement de la traversée. Pour l'instant, seuls les véhicules dont le poids ne dépasse pas 40 tonnes sont autorisés. Au sommaire encore, braquage à main armée. Les malfrats sèment la terreur à Pita, un magasin vidé de son contenu, plus de 60 millions de francs guinéens et des devises à emporter. 5 bandits viennent d'être arrêtés. Éclairage dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de l'attention et bienvenue dans cette édition qui s'ouvre sur un décret du chef de l'État, décret D 2018-151 PRG SGG portant rappel d'un ambassadeur. Le président de la République, vu la Constitution, décrète, article 1er, M. Mamadou Bo Keïta, ambassadeur de la République de Guinée auprès de la République du Sénégal, est rappelé. Article 2, le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 13 août 2018, signé professeur Alpha Condé. Le président de la République a reçu ce lundi en audience les responsables de l'alliance des acteurs de la mouvance présidentielle qui regroupe 60 partis politiques et de la coordination des partis de la mouvance présidentielle COPAM. Dr Salihou Bella Diallo et Bouna Keïta sont venus réitérer au président Alpha Condé leur soutien indéfectible dans la perspective des élections législatives. Professeur Alpha Condé a mis l'occasion à profit pour inviter tous les responsables politiques à œuvrer pour la consolidation de la paix et des acquis démocratiques. C'est une dépêche signée de Sanassi Keïta. Politique encore, un accord électoral vient d'être signé entre le RPG Arc-en-Ciel et l'UFR pour le contrôle de certaines mairies du pays. Ce document de 4 articles a été paraphé par l'honorable Amadou Damaro Camara, président du groupe parlementaire du RPG Arc-en-Ciel, et l'honorable Ibrahima Dintouré du groupe parlementaire Alliance républicaine. Robert Sidi-Tonno a suivi la rencontre. C'est un accord électoral qui, à force d'une alliance entre le RPG Arc-en-Ciel et l'UFR, qui vient d'être conclu pour la mise en place des bureaux de conseils communaux. Dans les clauses de cet accord, les conseils du RPG Arc-en-Ciel voteront pour l'UFR en vue de diriger les communes urbaines de Matam, Boké et 16 communes rurales relevant des préfectures de Dubrika, Fourekaria, Kindia, Boké, Bofa, Gawal et Koundara. Nous avons recensé avec l'UFR toutes les communes urbaines et rurales dans lesquelles nous sommes présents, et si on se mettait ensemble, on avait des chances de l'emporter dans l'installation des exécutifs de ces mairies. Alors c'est ce que nous avons fait, et nous sommes convenus d'un certain nombre de communes rurales où le RPG va soutenir les candidats de l'UFR, et dans d'autres communes, les conseillers de l'UFR vont soutenir la candidature de RPG. L'article 2 de cet accord stipule que le RPG Arc-en-Ciel et l'UFR s'entendent que les communes urbaines de Matoto, Dubreka, Fourekaria, Kindia, Fria et Gawal et 28 communes rurales relevant de ces préfectures soient dirigées par le RPG Arc-en-Ciel. Concernant l'UFR, qui dans certaines communes de la Basse-Guinée a une avance, dans d'autres a besoin d'aide, et c'est aussi comme ça pour le RPG, parce que ces résultats ont montré que la Guinée est vraiment une propriété commune et que personne ne peut se dire qu'il peut diriger seul. C'est dans cet esprit qu'on s'est rapprochés. L'UFR et le RPG se sont rapprochés pour collaborer dans la mise en place des exécutifs. Cet accord électoral entre le RPG Arc-en-Ciel et l'UFR, qui concerne pour le moment les préfectures de la Basse-Côte, pourrait s'étendre sur tout le territoire national pour la mise en place des bureaux des conseils communaux.
Ouverture ce lundi à Conakry de la session extraordinaire de la loi de finances rectificative 2018. Les députés ont 14 jours pour examiner et adopter 3 projets de loi, dont celui relatif à l'asile et la protection des réfugiés en Guinée. Cette session va permettre au gouvernement de bénéficier d'un réajustement de son budget. Compte rendu Abdoulaye Diallo. Cette session extraordinaire s'ouvre dans un contexte socio-économique qui retient l'attention des Guinéens. Il s'agit pour les députés de passer en revue l'exécution de la loi des finances initiale 2018 et d'apporter des corrections nécessaires en vue de permettre à l'exécutif de faire face à certaines préoccupations. Cette session s'inscrit aussi dans le cadre de la mise en œuvre imminente, en tout cas pour l'exercice 2019, d'importantes mesures relatives à la redynamisation du travail gouvernemental visant le processus de la préparation du budget de l'État tel que conçu au cours de l'atelier gouvernemental du 4 août dernier sous l'égide du Premier ministre chef du gouvernement. Aussi, le Premier ministre chef du gouvernement et son équipe, tout comme leurs collaborateurs, se tiennent à votre entière disposition pour vous apporter tous les renseignements utiles vous permettant d'adopter ce texte en toute connaissance de cause. Outre cette modification de la loi des finances initiale, les élus du peuple vont examiner le projet de loi relatif à l'asile et à la protection des réfugiés en Guinée. Son adoption va permettre à notre pays de se doter d'instruments juridiques conformément aux exigences des Nations Unies. Le débat d'orientation budgétaire qui a précédé cette session a permis aux acteurs sociaux et aux députés de mieux s'informer sur la politique budgétaire. Il ressort clairement que le débat d'orientation budgétaire dont l'organisation est prévue par l'article 15 de la loi organique relative aux lois de finances, repris par le décret portant cadre de gouvernance, renforce les pouvoirs budgétaires de l'Assemblée nationale qui est, par ce biais, dorénavant associé à la définition de la politique budgétaire et informé sur l'évolution des finances publiques à moyen terme. Il en est de même pour le secteur privé et la société civile qui ont été représentés au débat d'orientation budgétaire comme ils le seront dans les débats à venir. Nous pensions pouvoir nous pencher sur le code civil et le code électoral, mais en vain parce qu'ils ne nous sont pas parvenus. Il serait donc bon que des dispositions idoines soient prises afin que ces 2 textes soient examinés et adoptés au cours de la prochaine session de la présente législature. Le projet de loi portant statut général des agents de l'État et de l'accord entre la Guinée et la République fédérale d'Allemagne dans le domaine de la migration légale et illégale seront aussi examinés et adoptés par les députés au cours de la présente session. Dans l'actualité encore, lancement du programme national du contrôle qualité pour la sûreté des activités aéroportuaires soutenu par l'Organisation civile internationale. Cette stratégie de renforcement des capacités vise à vulgariser les normes et les bonnes pratiques pour réussir la lutte contre le terrorisme et autres actes illicites. Fodé Camara, reportage. Selon les statistiques de l'autorité guinéenne de l'aviation civile, 12 compagnies aériennes déploient leurs ailes vers la Guinée. De 293 000 en 2016, aujourd'hui, le trafic avoisine les 500 000 passagers par an. Un rythme revu à la hausse grâce au respect scrupuleux des normes internationales de sécurité des aéronefs et des installations aéroportuaires. Autre défi, la sûreté liée à la maîtrise des actes d'intervention illicites, comme les braquages et le terrorisme. Avec l'aide des experts de l'Organisation de l'aviation civile internationale, un programme national de contrôle qualité pour la sûreté est mis en branle. Il s'agit d'appliquer les normes et les standards qui sont recommandés, qui sont valables pour tous les États. Un avion, il quitte ici, il traite les passagers, il les prend, il va à Abidjan, il se pose, il quitte, il va à Addis Abeba et inversement.
Donc ce sont les mêmes mesures. Il faudra que notre législation en matière de protection des passagers et des activités sur l'aéroport soit les mêmes que ce qui est reconnu sur le plan international. Donc nous gagnons énormément dans la mesure où ces formations permettent notre mise à jour et par rapport à ces standards qui sont reconnus par la communauté internationale à travers l'Organisation de l'aviation civile. Ce programme touche tous les intervenants de la chaîne de l'aviation civile, les autorités de régulation, les compagnies aériennes, les douanes, la police et la gendarmerie. Dans sa deuxième session, cette synergie d'action sera bientôt confortée par le renforcement de capacité des instructeurs. On a besoin d'avoir un vivier de formateurs dans notre pays pour pouvoir, disons, donner les arcanes de la sûreté à tout ce qui intervient dans la chaîne de sûreté. Parce que ce n'est pas quelque chose qui tombe du ciel, c'est quelque chose qui est développé. Il faudrait que les gens soient, disons, sensibilisés à ces questions-là. Et pour cela, il faut que les gens soient formés. Formés justement à former le personnel que nous avons. Parce que ce n'est pas seulement, disons, une partie de l'aéroport ou du système d'aviation civile qui est concerné par la sûreté, c'est tout le système. Ces dispositions envisagées par l'autorité guinéenne de l'aviation civile permettent aux acteurs de maîtriser les nouvelles normes et de redéfinir les différents périmètres d'intervention. Je vous le disais en titre, le trafic reprend progressivement sur le pont de Lissan à Bamou. Des véhicules dont le poids ne dépasse pas 40 tonnes sont pour le moment autorisés à traverser. Le ministre des Travaux publics, Moustapha Naïti, est sur le terrain pour voir et apprécier la coordination des opérations de passage des véhicules sur le pont de Lissan. Il a par ailleurs fustigé le comportement indélicat de certains usagers de la route. Ansoumane Toumani Kamara fait le point. Sur plusieurs kilomètres de part et d'autre du pont de Linsan, des files indiennes de camions. Depuis des jours, ils attendent pour traverser. La déviation submergée et le pont ouvert seulement aux véhicules dont le poids n'excède pas les 40 tonnes. On est venu ici, ça fait 4 jours. Nous sommes dans l'embouteillage. Il nous a dit le 15 qu'on va passer. Les gens qui ont pris à partir de 40 tonnes, ils ne passent pas. Bon, nous, on a pris 34 tonnes, les citernes là. Mais pour gagner à manger ici, c'est un peu difficile. Hein. Ce dimanche pluvieux, la traversée du pont par les véhicules légers ne sera que de courte durée. La mauvaise organisation et le comportement indélicat de certains conducteurs viennent compromettre tous ces efforts qui étaient en cours pour soulager les usagers. Des bouchons terribles empêchent tout mouvement des véhicules et des milliers de passagers ont pris leur mal en patience. Ce boussole-là, c'est un manque d'organisation. Parce qu'ils ont dit de libérer les poids lourds moins de 40 tonnes. Est-ce que vous comprenez? Il y a plein de camions ici, 6 roues et 10 roues. Ça ne prend même pas 30 tonnes. Ils devraient libérer ça parce que l'espace là est petit. Est-ce que vous comprenez? Et les camions vides qui reviennent, ça aussi, ils pouvaient libérer ça. Ils vont passer, on aura l'espace. Mais ils ont bloqué tout ça là. Maintenant, la voie gauche là, les petites voitures qui viennent, il faut qu'ils prennent la voie gauche. Est-ce que vous comprenez? Et de l'autre côté aussi, la même chose. Le ministre des Travaux publics reste toujours à l'Insan pour coordonner ces opérations. Et ce, en attendant l'ouverture probable du pont de l'Insan entre le 14 et le 20 août, selon le maître d'ouvrage de ces travaux de réhabilitation du pont sur le Concouré. À propos du monde de la forêt, le ministre d'État, ministre de l'Environnement, vient de lancer à Kindia la campagne de reboisement pilotée par la Fédération nationale des professionnels de la filière bois. Cette année, 186 hectares seront reboisés par l'organisation dans tout le pays. Les précisions dans ce reportage de Mamadou Alphabali. De la place des Martyrs jusqu'au buffet de la gare, quelques kilomètres de marche pour interpeller les consciences sur l'importance de la réhabilitation des forêts. Cette marche écologique marque le lancement d'une série de reboisements pilotés chaque année par la Fédération nationale des professionnels de la filière bois. Pour 2018, il est prévu la restauration de 186 hectares sur toute l'étendue du territoire national.
L'opération est effectuée en collaboration avec les services techniques de l'environnement. À la place d'un seul bois coupé, planter 10 autres blancs. Et ça, c'est extrêmement important. Il faut que les gens respectent ces consignes-là. On a connu des moments ici où il y avait la loi Fria, tout le monde a connu ça. 85% de nos populations sont tributaires de la forêt haute. Et ça, c'est extrêmement important. Il faut que les gens le sachent. Dieu nous a donné la nature, la belle nature, que les autres n'ont pas chez eux. On ne trouve rien d'autre à abattre comme sauf ce don-là que Dieu nous a donné. Pour des raisons personnelles, il faut le dire encore, pour des raisons économiques, on a dit non, il faut le préserver. Ici à Kindia, près de 4000 plants de mélina et plus d'une centaine d'essences fruitières sont mises en terre dans la forêt de Kouradi, à 15 km du centre urbain. Un site classé depuis 1942, mais fortement menacé par la pression humaine. Il faut impliquer tout le monde, il faut impliquer les communautés, il faut venir vers eux et les informer, les sensibiliser par rapport à ce dégât qui s'est mené contre notre environnement. Et comment réparer ces dégâts? C'est-à-dire qu'il faut restaurer la forêt. C'est ce que nous sommes en train de faire il y a 3 ans. Les communautés, pour les faire impliquer dans la chose, il faut mettre au moins des arbres fruitiers. Ces arbres fruitiers, le manguier, l'orangier et ainsi de suite, comme vous l'avez dit, l'anarcade, c'est aujourd'hui quelque chose qui est profitable. De Kouradi, nous sommes au magnifique voile de la Mariée. Un site écologique et touristique au potentiel peu valorisé. Pire, sa forêt d'antan a presque disparu. L'année dernière, une partie du site a été reboisée par la filière bois. L'heure est aux activités sylvicoles pour permettre aux jeunes plants une croissance saine et tenter de sauver cette chute. Le voile de la Mariée ne se situe pas à ce niveau-là, se situe en amont, là où au niveau de la source même, là où les populations font le maraîchage, obstruent le passage du cours d'eau. Donc ce qu'on peut faire, c'est d'encourager le reposement au niveau de la tête de source et aussi faire en sorte que les populations aient de l'eau à leur disposition. Ce sont les populations qui obstruent le passage de l'eau, donc à tel point que le débit reste faible, comme on dirait, en aval. À l'image de la filière bois, le département en charge des forêts espère une participation plus soutenue des acteurs et autres organisations dans la protection et la reconstitution des forêts. Arrestation de bandits dans la préfecture de Puita. Les services de sécurité viennent de mettre main sur 5 malfrats, braqueurs armés. Ils sèment la terreur dans la préfecture et ses environs. Leur arrestation a eu lieu alors qu'ils venaient de vider un magasin et emporter le contenu. Le film de la scène avec notre correspondant permanent dans la région de Mamou, Mamadou Patibaldi. C'est le 9 août à 14 h que ces 5 hommes armés et leurs 6e collègues en cavale ont pris d'assaut un magasin situé en plein cœur de la ville de Puita. 63 millions de francs guinéens et des objets de valeur emportés. Munis de ces armes de guerre, une RAV4 elle-même victime de braquage et une voiture Sorento, ils sont tombés dans les filets des services de sécurité et de défense de la région de Mamou. Pour la fouille, les différents montants ont été saisis, dont en francs guinéens, 37 525 000 francs guinéens ont été récupérés, ça c'est en francs guinéens. En francs étrangers, 770 500 francs CFA ont été récupérés. 700 € aussi ont été récupérés et 350 $ aussi ont été récupérés. On a maintenant présentement et qui seront mis à la disposition du magistrat pour le reste de la situation. La réussite de cette opération, je dédie ça, si vous voulez, à toute la hiérarchie militaire. Nous avons mis en place un centre d'opération qui nous a permis de coordonner les activités, qui nous a poussé à arrêter, à interpeller ces délinquants. Alors, quand je dis que je dédie cette opération à la hiérarchie militaire, c'est que la réussite de cette mission a été la collaboration d'abord de tous les services de défense et de sécurité. Tout le monde a été impliqué, mais sans aussi oublier la contribution de la population civile. Les axes Conakry, Labé, Sigiri, Massanta et Kankan constituent les zones de prédilection de ce groupe qui a longtemps sémé la terreur et dépouillé plusieurs usagers de leurs biens.
Leur arrestation est un offre de soulagement pour les autorités de la région. Sur l'occasion, je vais la saisir pour dire qu'on a besoin, n'est-ce pas, de solliciter les autorités, n'est-ce pas, des autorités en charge, n'est-ce pas, de la défense de sécurité du pays, pour avoir, n'est-ce pas, des effectifs un peu plus d'effectifs, renforcer les effectifs, parce que certainement, et de moins de gars, parce que si on avait certainement beaucoup d'effectifs, on ne ferait pas sortir. La riposte a été de taille. Policiers, gendarmes de toutes les catégories, plus maintenant la jeunesse des sous-préfectures et des préfectures visitées par ces bandits nous ont permis de verrouiller la région et de faire en sorte que cette région, que ces bandits ne puissent pas sortir de la maille. Pour l'heure, le groupe est déféré à la maison centrale de Mamon. Déterminés à poursuivre leur mission régalienne, les services de sécurité et de défense de Mamon plaident pour le renforcement du personnel et des équipements de patrouille. Religion. À Fatima au Portugal, le pèlerinage chrétien se poursuit. Les pèlerins guinéens sont en route pour Londres. Mais avant, ils ont prié avec des milliers de pèlerins du monde ce lundi sur l'esplanade de la basilique de Fatima. Voici le reportage de nos envoyés spéciaux, Antoine Macaulay, Mohamed Amin Solano. C'est ce qu'on appelle ici la messe des nations. Une tradition depuis plusieurs décennies, et sur le parvis de la basilique de Fatima, des milliers de pèlerins du monde. La plupart des Guinéens célèbrent leur première messe des nations. C'est le cas de Marguerite, la plus jeune du groupe de pèlerins de Guinée. Pour la jeune dame, le pèlerinage est une expérience unique. C'est ma première fois d'être à Fatima. Mais franchement, c'est la foi immense qui se trouve à Fatima. Les gens sont tellement émerveillés par l'apparition de la Sainte Vierge Marie. Franchement, quand on vient dans un endroit comme ça pour rencontrer le Seigneur, soyez sûr qu'il est présent. Ici à Fatima, Marie est au centre de toutes les invocations et prières. Sa présence est toujours appelée par la récitation du rosaire, comme recommandé par la Vierge à Lucie, Jacinthe et Francisco, les trois enfants bergers auxquels elle est apparue il y a plus de 100 ans. Oscar n'a pas encore atteint cette longévité, mais c'est le plus âgé des pèlerins guinéens de cette année, une grâce qu'il dédie à la Vierge Marie. À mon âge, je suis vraiment fier de me trouver parmi les milliers et des milliers de personnes aujourd'hui au Portugal où il y a eu l'apparition vraiment des saints. Il y a eu beaucoup d'apparitions ici. C'est ce qui me fait plaisir beaucoup. Je suis très content pour cela. C'est donc par cette traditionnelle messe que prend fin l'étape de Fatima pour les pèlerins guinéens, une messe concélébrée par Monseigneur Vincent Koulibaly, archevêque de Conakry, et au cours de laquelle les intentions de messe, l'homélie, mais aussi les bénédictions sont dites en plusieurs langues. Ce soir, les 80 pèlerins guinéens vont se rendre à Lourdes, une ville du sud de la France où est aussi apparue la Vierge Marie, et c'est là qu'ils vont célébrer l'Assomption, l'une des plus grandes fêtes chrétiennes qui rappelle l'élévation de la Vierge Marie au ciel. Mohamed Amin Solano, merci pour ce reportage et passe un bon pèlerinage. C'est la fin de cette édition à tous. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée. Où que vous soyez dans le monde. À demain.